Lui, c'est Dr. Chris. Et lui, Dr. Xand. Oui, on est jumeaux. Le corps humain est extraordinaire. Nous allons vous le prouver. C'est parti. Nous allons repousser les limites de notre corps, vous montrer comment sont soignées les blessures les plus étranges, Je me suis fait mal au doigt. découvrir les secrets des corps les plus incroyables et nous livrer à des expériences pour vous faire comprendre le fonctionnement de votre corps. Oh non! Aujourd'hui, au sommaire d'Opération Eye. Que va faire cette jeune femme avec cette caisse? Xand part sur le terrain avec les secours. Et je force Chris à boire son pipi. Quoi? Mais d'abord, Ce qui avait bien commencé comme une journée banale pour notre premier patient s'est transformé en visite aux urgences de l'hôpital. Et ici, il est entre de bonnes mains. À l'hôpital pour enfants de Manchester se présente Charlie, 8 ans. J'ai un gros trou dans la tête. Je vois, d'où le gros pansement. J'ai un nouveau vélo. Il va vite. Et je suis tombée. On doit récapituler, pas vrai? Charlie était dehors avec son frère jumeau. je croyais qu'on était les seuls jumeaux dans l'émission. Et non, Xand. Ils essayaient quelques figures sur leur nouveau vélo. Qu'est-ce qu'il manque sur les images? Des casques? C'est ça. Bref, ils ont vu des escaliers et ça les a inspirés. Un feu tricolore? À vos marques. Prêts? Mais non! Partez! Ça a l'air dangereux. Oui, pas étonnant. Charlie a perdu le contrôle et a fait un vol plané. Un avion? Un parachute? Un oiseau? Mais quelle chute! Et il a atterri, se cognant la tête contre des grilles. Aïe! J'ai cru qu'il pleuvait. Mais c'était du sang. Voyons voir cette petite tête. Voici le docteur Omar Amin. Bonjour jeune homme, tu me racontes? Je faisais du vélo dehors. Et mon guidon s'est tourné. Et j'ai fini par m'écraser contre une grille en métal. Oh, je vois. Et je me suis cogné la tête. Et ton vélo? Ça va. Il n'est pas cassé? Mais ce n'est pas un hôpital pour les vélos. Examinons ce trou. Attention les yeux. Oui, oui, c'est gros. C'est assez profond, hein? Oui, très profond. Je trouve aussi. L'entaille fait 1,5 cm de long, mais elle est très profonde, jusqu'à l'os. Quand on entrouvre la plaie, on peut même voir l'os du crâne. Pour vous montrer ce dont parle le docteur Omar, on va voir quelque chose d'assez sanglant. Si vous êtes sensible, tournez la tête maintenant. Voilà, c'est bon. Le front de Charlie est composé de 5 épaisseurs de peau et de tissu. La blessure de son front traverse ces 5 épaisseurs jusqu'à l'os de son crâne. Savez-vous qu'à la naissance, le crâne est composé de 44 petits os indépendants, mais qu'en grandissant, beaucoup se soudent entre eux pour être très résistants, comme l'os frontal? C'est celui qu'on aperçoit dans la plaie de Charlie. Voilà ce qu'on va faire. On va d'abord bien nettoyer la plaie pour éviter toute infection, et après on lui fera quelques points de suture. Voilà. Avant de faire les points, Louise, l'infirmière, applique un anesthésiant local en gel pour endormir la peau autour de la plaie. C'est bien, bravo. Merci. Mais de rien, mon grand. Il faut attendre pour laisser la magie opérer. Il faut recoudre ça. Tu pourrais être mannequin plus tard, pas vrai? Non. Ah bon? Tu veux faire quoi? Cycliste. Tu ne seras pas cycliste. Bien essayé, Charlie, mais il va falloir insister pour la convaincre. Allez, on laisse l'anesthésiant agir sur ta peau et on reviendra tout à l'heure prendre de tes nouvelles. Direction notre laboratoire où nous allons mettre nos corps à l'épreuve pour vous montrer comment le vôtre fonctionne. Aïe, ça fait mal. N'essayez pas de faire ça chez vous. Aujourd'hui, on étudie le pipi. Où t'étais passé? Je faisais pipi. Ça, c'est mon urine. Elle est jaune clair et ne sent pas très fort. C'est parce que j'ai bu beaucoup d'eau, alors que Chris, non. Non, je n'ai pas bu beaucoup d'eau et voici mon urine. Elle est de couleur foncée. Elle sent fort et ça fait mal quand je fais pipi. C'est parce que je suis déshydraté. Mais c'est quoi le pipi? L'urine est fabriquée par les reins. Tous les jours, ils travaillent dur pour se débarrasser des déchets appelés toxines, sans gaspiller l'eau nécessaire au bon fonctionnement du corps. L'urine est un mélange de ces toxines et d'un surplus d'eau.
Maintenant, on va faire l'expérience de séparer l'eau des toxines présentes dans l'urine de Chris. Et ensuite, Chris va la goûter. Quoi? Ça peut sembler une mauvaise idée, mais Chris ne boira pas de l'urine. Il boira de l'eau pure, extraite de l'urine. Donc, en chauffant l'urine, l'eau se met à bouillir et s'évapore par ici. Elle est ensuite refroidie par le liquide dans ce tube et elle goûte par ici. Nos reins passent leur temps à séparer l'eau des toxines. Mais ils n'ont pas besoin de ce matériel. Ils le font naturellement. C'est incroyable, n'est-ce pas? En une si petite distance, on part d'une urine imbuvable, dégoûtante, puis la vapeur traverse ce tube et on obtient une eau claire, délicieusement rafraîchissante. C'est incroyable, pas vrai, Chris? Si c'était de l'eau que les reins avaient filtrée, elle serait alors redistribuée aux organes et aux muscles pour les faire fonctionner normalement. Ça sent pas comme de l'eau. Oh, non, en effet. Tu vas quand même devoir la boire. T'as dit à tout le monde que tu le ferais. J'ai jamais dit à qui que ce soit que j'allais la boire. Je vais pas la boire, c'est pas mon urine. Bon, d'accord, je le fais. Oh. J'en reviens pas qu'il l'ait bu. En fait, ça sent mauvais, mais ça n'a pas mauvais goût. Et c'est tant mieux. Sans eau, le corps ne peut pas fonctionner. On peut aider les reins à faire du bon travail, rien qu'en buvant beaucoup d'eau tous les jours. Si vous allez souvent uriner et que votre pipi est clair, vous savez que vous faites ce qu'il faut. S'il vous faut une assistance médicale rapide, des équipes de secours se tiennent prêtes à vous l'apporter. Nous embarquons avec les services d'urgence britanniques qui vont nous conduire dans le feu de l'action pour sauver des vies. J'embarque dans ce véhicule d'intervention rapide dernier cri pour vous montrer plus en détail l'importance du travail de tous ces ambulanciers. Ce service d'urgence est opérationnel et répond aux appels à l'aide 24 heures sur 24. En service avec moi, voici l'ambulancière Jan Van. On vient de recevoir un nouvel appel. Nous nous rendons auprès d'un homme de 70 ans qui souffre de grosses difficultés respiratoires. Il y a évidemment des tas de causes possibles en cas d'essoufflement. Le problème peut venir de ses poumons ou de son cœur. Il peut avoir une infection, faire une crise cardiaque ou bien d'autres choses encore. On arrive sur place et Jan a fait très vite. On n'a mis que 3 minutes et demie. Notre patient s'appelle James. Il a du mal à respirer, alors Jan doit agir vite. Je vais vérifier le taux d'oxygène et écouter vos poumons. Il n'y a pas beaucoup de bruit. Elle vient de dire que ses poumons ne font pas beaucoup de bruit. Et on pourrait croire que c'est une bonne chose, mais en temps normal, on entend les rentrer et sortir de la poitrine. Donc le silence n'est pas bon signe. Elle le place aussi sous monitoring pour connaître son taux d'oxygène dans le sang. Il devrait normalement se situer entre 95 et 100%, mais il est à 85%, ce qui est bien plus bas que la normale. Regardez, on dirait qu'il respire de la fumée. Mais ce qu'on lui a donné, c'est de l'oxygène qui bouillonne à travers un médicament. Ça s'appelle un nébuliseur et c'est utilisé pour ouvrir les voies respiratoires. C'est communément utilisé par les asthmatiques. Cela les aide à mieux respirer. Ça a commencé dès votre réveil ce matin? Oui, ça va, ça vient depuis quelques jours. Ah, vraiment? James a des difficultés respiratoires depuis quelques jours. Il est primordial de comprendre pourquoi. Jan est en train de mesurer ce que l'on appelle le débit de pointe. C'est la vitesse à laquelle il expire l'air de ses poumons. Parfait. Cela nous dit quel est le degré de gêne dans sa respiration. Vous respirez mieux avec ça? Oui. Bon, c'est bien. Même si le nébuliseur aide James à respirer, il devra subir des examens complémentaires pour comprendre pourquoi c'est récurrent. Une ambulance vient le conduire à l'hôpital. Le nébuliseur a été effacé tout de suite. On voit une nette amélioration avec le nébuliseur. Oui. Le problème, c'est que les difficultés respiratoires peuvent se compliquer rapidement. Ça peut s'aggraver vite, donc il faut le conduire à l'hôpital le plus vite possible. Alors que James est en route pour l'hôpital, on se prépare pour le prochain appel. Grâce aux centaines d'équipes mobiles comme celle-ci, si vous êtes en situation d'urgence, des professionnels de la santé peuvent venir à votre secours en quelques minutes. À suivre. Un bouton! Nous allons en apprendre davantage sur le plus gros organe de notre corps, la peau. Vous découvrirez un tour incroyable et pourquoi je me tiens bien loin de ce serpent. Saviez-vous que le corps humain compte 400 articulations? Elles se trouvent entre les os. Sans elles, vous ne pourriez bouger que les sourcils et la langue.
C'est extraordinaire, comme ce qui suit. Un entrepôt ordinaire rempli de caisses. Oui, Chris, on voit ça. Et voici une caisse en plastique transparente. Oui, on voit ça. Qu'est-ce qu'elle fait là? Et qui est-ce? Attends un peu, elle a un don incroyable. Elle est très souple. Tout à fait. Et vous allez tous découvrir ce dont elle est capable. Elle est beaucoup plus grande que cette caisse. Oh, est-ce qu'elle va... Non, c'est pas possible. Si? Et si? Voici Delia Dussol. Elle est contorsionniste, une acrobate professionnelle qui s'est entraînée à rentrer dans de tout petits espaces. Comment le corps extraordinaire de Delia arrive à faire ça? Les membres de Delia ont des ligaments très élastiques. Ce sont les tissus mous qui maintiennent les muscles les uns aux autres. Même si elle est née comme ça, Delia s'entraîne dur tous les jours pour que ses ligaments restent souples. Mais n'essayez surtout pas ça à la maison. Vous pouvez pratiquer la souplesse à la maison, mais je ne vous conseillerais pas d'essayer de vous faire rentrer dans des petits espaces. Parce que si vous ne le faites pas comme il faut, vous resterez coincé et vous pourriez vous faire très mal. En fait, peu de gens dans le monde sont capables de se contorsionner ainsi et il faut des années d'entraînement pour réaliser un tel exploit. Ça, c'est extraordinaire. Ça n'a rien d'incroyable, Xand. Bon, retournons aux urgences pour prendre des nouvelles de notre jeune patient. À Manchester, Charlie, 8 ans, est à l'hôpital à cause d'une plaie à la tête. Charlie faisait du vélo avec son frère jumeau quand ils ont eu l'idée de faire une course. Sauf que c'était dans une descente d'escalier et ils ne portaient pas de casque. Ils se sont élancés, bam bam bam, quand soudain Charlie a perdu le contrôle et a fait un vol plané. Oh, attention l'oiseau! Et est venu se taper la tête contre une grille. J'ai cru qu'il pleuvait, mais c'était du sang. La plaie a été anesthésiée grâce à un gel. Il est temps de recoudre la blessure. Avant de commencer les points, il faut s'assurer que Charlie soit détendu. Je vais commencer par te faire respirer un gaz magique. Tu vas te sentir tout bizarre. Le gaz que Charlie va inhaler est le gaz hilarant. Il détend et empêche de ressentir la douleur. Dr Omar va pouvoir commencer. Il recoue les tissus profonds grâce à un fil résorbable. Tu te débrouilles bien, Charlie. Tellement bien qu'il pense carrément à autre chose. Je meurs de faim. Tu meurs de faim? Drôle de moment pour avoir faim. Mais le ventre, ça ne se commande pas. Il va falloir attendre un peu, mon grand, parce qu'il faut recoudre la peau du dessus maintenant. C'est fini? C'est fini. Oui. Oui, le front est recousu. Et le patient est fin prêt à rentrer chez lui. Merci. Bravo, Charlie. Merci beaucoup. C'était marrant parce que ça chatouillait un peu. Ça chatouillait? C'est à cause du gaz hilarant. Je suis ravi de voir que les points referment bien la plaie. Et je pense que dans quelques semaines, on ne verra presque plus la cicatrice. Bonne nouvelle. Je suis sûr que Charlie a compris. On doit porter un casque quand on est sur l'herbe? À ton avis? Oui. Tu nous as fait peur, là. Charlie peut rentrer chez lui avec une nouvelle tête. Au revoir. Salut, Charlie. On va vous montrer d'incroyables tours. Découvrez comment embrouiller les papilles de vos copains. C'est un bon tour et tout ce qu'il faut, c'est une langue. Mais la langue doit être sèche. C'est pour ça que j'utilise cette serviette. Maintenant, je vais prendre un peu de nourriture, du chocolat, et la poser sur sa langue. Sans voir ce que je lui mets dessus, Xand reconnaîtra-t-il ce qu'il a sur la langue? Tu peux me dire ce que c'est? C'est du fromage. Ça te démange? C'est du fromage. Oui, ça se mange. C'est du fromage. Oh, du fromage! Pourquoi tu l'as pas dit? Si Xand n'arrive pas à reconnaître le goût, c'est parce que les molécules qui donnent son goût à la nourriture doivent être dissoutes dans la salive avant qu'elles ne soient détectables. Ok, Xand, tu peux mâcher maintenant. Alors, tu peux me dire ce que c'est? Du chocolat. Exact. Tu pouvais le sentir avec la langue sèche? Non. Chris a trouvé un moyen d'effacer le bon goût du chocolat. Pourquoi t'as fait ça? Tu sais que j'adore le chocolat. Pour qu'un aliment ait du goût, il doit être dissous dans la salive. L'arôme peut alors être détecté par les papilles gustatives. Essayez de le faire et surprenez vos copains. Chris va vous faire découvrir un service de l'hôpital que vous ne connaissez pas.
Oh! Un bouton! Normalement, ce serait un désastre. Mais aujourd'hui, je suis de garde en dermatologie, alors je me ferai examiner. L'infirmière Debbie Woodcock est prête pour parer aux urgences comme celle-ci. Je vais regarder ça avec ma loupe qui peut voir la peau de très près. OK? Bon, c'est un petit bouton. C'est pas le pire que tu aies vu? Pas d'inquiétude. J'ai très envie de le percer. Ne jamais percer les boutons, parce que si les mains sont sales et qu'on fait ça, et qu'on arrive à faire sortir le pus du bouton, et que sur les doigts et sous les ongles on a des microbes, alors on aura peut-être fait sortir le pus du bouton, mais on aura laissé un trou dans la peau, et tous les microbes vont pouvoir y entrer. Donc ce que tu veux dire, c'est que je vais devoir le supporter quelques jours? Oui, Chris, c'est juste un petit bouton. Tu vas survivre. Bon, assez parlé de mes problèmes de peau. Dans le service de dermatologie, on s'occupe de la peau. C'est notre plus grand organe. La peau est une couche de protection qui entoure tout notre corps. Mais comme tout dans notre corps, ça peut se compliquer. Rachel vient en consultation pour montrer des plaques sur ses jambes. L'infirmière Sophie Dolman va l'examiner. Ces lésions sont typiques de l'eczéma. La couche de la peau qui doit maintenir l'hydratation ne fonctionne pas, et la peau est alors déshydratée. L'eczéma est une affection répandue. Ça assèche la peau, ça gratte, et les plaques peuvent s'infecter si elles ne sont pas traitées. Rachel, tu as essayé des tas de crèmes, mais aucune n'a marché. Pourquoi ces crèmes n'ont pas fonctionné? Elle n'était pas assez concentrée. Ouais. Le traitement consiste à appliquer une crème très hydratante. On lui passe une crème vraiment très hydratante contenant des stéroïdes pour son eczéma. Et les stéroïdes vont réduire l'inflammation. Ils fonctionnent mieux s'ils restent en contact avec la peau. Et maintenant, on lui fait un bandage bien couvrant parce que la crème est très grasse. À suivre, on va rencontrer Daniel qui souffre d'une maladie rare de la peau depuis la naissance, qui fait que sa peau se craquelle facilement. Ce n'est pas contagieux, mais c'est grave et les symptômes doivent être maîtrisés. Je peux voir que tu as la peau sèche sur le visage, dans le cou et sur les mains. Pourquoi tu as la peau aussi sèche? Ma peau se régénère trop sur mes articulations, mais pas assez ailleurs sur mon corps. Quel genre de choses ça t'empêche de faire? Je ne pouvais pas faire beaucoup de sport à l'école. Si je marche trop, j'évite des ampoules. Sur tes pieds? Oui, les pieds, c'est le pire. Est-ce que tu peux me montrer où tu souffres de cette maladie? Au coude, sur les mains. Donc, tu fabriques trop de peau? Ouais. Ça, c'est la main de Dan et là, c'est la mienne. Et partout où il y a des plis, partout où la peau frotte dans la main de Dan, il fabrique trop de peau. Et c'est ce qu'il doit atténuer en frottant avec de la crème hydratante. C'est certainement une maladie difficile à vivre. Comment tu arrives à gérer? J'ai pas le choix, je dois faire comme je peux. Est-ce qu'il t'arrive de te sentir complexé? Non. Non, ça sert à rien. Ça fait partie de moi, c'est tout. Même si Daniel ne peut pas guérir de sa maladie, il vient régulièrement à l'hôpital. Il reçoit le traitement qu'il continuera de prendre toute sa vie et qui lui permettra de supporter la douleur et de gérer l'excès de peau. Parfait, ça m'a fait plaisir de vous voir, Daniel. Voici Molly, qui vient faire examiner son eczéma après avoir reçu le même traitement que Rachel, mais il y a quelques semaines. Elle a suivi le protocole d'hydratation chez elle. Molly, ça fait 4 semaines, comment va ton eczéma? Ça a presque disparu. Presque disparu? Tu peux me montrer? Oui. L'eczéma était grave sur ton genou? Oui. Et maintenant, après le traitement, c'est comment? Beaucoup mieux, parce que la dernière fois, c'était tout rouge et surtout très sec. Il y a beaucoup de façons de traiter l'eczéma. Il faut traiter chaque enfant différemment? Oui, chaque cas est différent. Et une crème donnera des résultats sur une personne, mais pas sur une autre. Mais on essaye les différentes crèmes qui existent. Et pour Molly, on dirait que tu as trouvé la bonne crème hydratante. Et tu as l'air d'être plutôt contente. Oui. Combien pèse la peau d'un adulte de taille moyenne? Est-ce l'équivalent de A, un chien carlin adulte, B, 2 nouveau-nés, ou C, 3 ananas? La bonne réponse est C. 3 ananas pèsent un peu moins de 3 kilos, comme la peau d'un adulte en moyenne. Xand? Ouais? Tiens-moi ça. Ah! Un serpent en plastique? Ces trucs sont terrifiants. Oui. Mais et si le serpent était réel? C'est une affaire pour l'enquête Aïe.
En tant que docteur spécialisé en médecine tropicale, je suis habitué à travailler dans des endroits exotiques avec de dangereuses créatures. Aujourd'hui, je me trouve au dernier étage de l'école de médecine tropicale de Liverpool. Et en fait, il s'agit d'un des endroits les plus dangereux que j'ai visités. Parce que tout autour de moi, il y a 180 des serpents les plus mortels. De nombreuses espèces de serpents sont conservées ici, et chacune est potentiellement capable d'administrer une dose de venin mortel, un liquide toxique que les serpents injectent grâce à leurs crochets. On se demande qui pourrait bien vouloir travailler avec ces serpents mortels. Justement, voici Dr Robert Harrison. Pourquoi tu gardes 180 serpents venimeux dans cette pièce? Nous prélevons le venin de ces serpents qui est utilisé pour élaborer des médicaments afin de traiter les personnes qui sans ça pourraient mourir d'une morsure de serpent. Ce médicament miraculeux appelé antivenin est élaboré à partir de venin de serpent. Cet antivenin confectionné par le docteur Robert et son équipe à Liverpool permet de soigner des gens à 6500 km d'ici, en Afrique de l'Ouest, où 36 000 personnes meurent chaque année d'une morsure de serpent. Voici Paul Rowley, un manipulateur de serpents qui en a sorti de leur vivarium pour que nous puissions les admirer en pleine action. Par exemple, ici, nous avons une vipère des pyramides, parmi les serpents les plus dangereux au monde pour l'homme. Elles sont petites, mais sont extrêmement dangereuses. Elles tuent beaucoup de gens. Comme l'antivenin est élaboré à partir de venin de serpent, Dr Robert et Paul doivent prélever le venin dans la bouche du serpent, mais c'est plutôt dangereux. Lorsque le serpent mord le verre, comme ici, le venin toxique coule des crochets et est mis de côté. C'est un peu comme traire une vache, et ça ne blesse pas le serpent. Rob, que se passerait-il si, au lieu d'une coupelle en verre, c'était de la chair humaine? Une fois dans le sang, le venin crée une hémorragie dans tout le corps. Le patient saigne de partout, du nez, des gencives, des yeux et des organes internes. Un si petit serpent peut faire vraiment des dégâts. Et cette toute petite goutte de venin que nous venons de collecter est plus que suffisante pour tuer un être humain. Mais c'est aussi suffisant pour produire l'antivenin qui sauvera des vies. Si vous êtes sensible, détournez le regard. Voici la photo d'un garçon de 12 ans qui s'est fait mordre au pied par une vipère des pyramides. Il a perdu son gros orteil, mais l'antivenin lui a sauvé la vie. Chaque serpent possède un venin différent des autres et nécessite un antivenin propre. Alors, prêt pour un autre serpent? Celui-ci est vraiment génial. C'est une vipère heurtante. Le serpent vient de mordre le tapis. Et c'est seulement un des problèmes quand on fait ça. C'est quelque chose de vraiment très difficile à faire. Le venin de cette vipère a des effets différents sur le corps humain. La destruction de toutes les chairs autour de la morsure, ça ronge le muscle et la peau. Donc, si je comprends bien, ce venin dissout carrément les chairs et ensuite il se répand dans tout le corps et cause toutes sortes de problèmes. Voici la photo d'un enfant de 7 ans qui a été mordu à la main par une vipère heurtante alors qu'il coupait de l'herbe. Le venin a engendré des poches de sang sous la peau, mais il s'est parfaitement rétabli grâce à l'antivenin. Tous les serpents n'injectent pas leur venin en mordant. Ce serpent est extrêmement rapide et il peut cracher son venin. C'est pour cela que l'on a nommé le cobra cracheur. Il peut même cracher son venin jusqu'à 2 mètres et s'il atteint les yeux, il rend aveugle. Le docteur Robert se protège les yeux et je reste bien loin des experts qui prélèvent le venin. Ouh. Donc tu vides les glandes à venin qui se trouvent là? Oui, on masse les glandes à venin. Mais pas de panique, il est très peu probable que vous ayez un jour besoin d'un antivenin fabriqué ici. On n'a aucun serpent comme ça en Angleterre, n'est-ce pas? Non. Par chance, nous n'avons pas de cobra ou de vipère heurtante par chez nous. Mais on trouve la vipère Péliade, qui est un serpent important. Quelqu'un a failli en mourir il y a 2 ans. Donc, quand vous allez vous promener, restez loin de ces serpents. Ne les prenez pas dans la main. Ne les touchez pas, laissez-les. Rob, je crois qu'après aujourd'hui, ce conseil est plus qu'évident. Je vais me tenir très loin. Ça, c'était spectaculaire. Et n'oubliez pas, le venin que Rob et Paul ont risqué leur vie à collecter aujourd'hui à Liverpool sera utilisé pour fabriquer de l'antivenin. Et ensuite, il pourra sauver des gens qui ont été mordus par des serpents en Afrique. Aux urgences, toute l'équipe est prête à s'occuper de leur prochain cas. Allons le rencontrer. Voici Ahmed, 9 ans. On dirait qu'il en a pris plein les yeux.
Je me suis cognée au rebord de la fenêtre. Quand je me suis réveillée le lendemain, ma paupière était toute gonflée et j'arrivais pas à l'ouvrir. Ça a dû faire les gros yeux à la maison. Mais pas toi, Ahmed, forcément. Bon, raconte-nous tout. Ahmed jouait à un jeu vidéo chez lui, il s'amusait bien, jusqu'à ce que sa grande sœur ne s'impose. Elle a musclé son jeu. Ah, les grandes sœurs. Ah, 3 à 2, allez les bleus! Ahmed n'a rien lâché, mais avant qu'il tente un tir, elle l'a poussé de la chaise. Aïe! Quand je regarde vers le bas ou vers le haut, ça fait mal. Je ne peux regarder que droit devant. Heureusement, le docteur Rachel Jenner va examiner son œil de plus près. Raconte-moi. Je me suis cognée contre le rebord de la fenêtre et quand je me suis regardée, j'avais un œil au beurre noir. Oui, tu peux le dire. Ahmed a ce qu'on appelle un hématome périorbitaire, une façon savante de dire qu'il a un œil au beurre noir. C'est le sang qui donne la couleur noire, à cause de saignements sous la peau du contour de l'œil. Ce qui fait apparaître un beau cocard. Pour vérifier qu'il n'y ait pas de blessure plus grave, le docteur Sarah l'examine minutieusement. On commence toujours par s'assurer que la vision n'est pas affectée. Je cache ton œil. Tu peux lire les lettres à partir du haut? T-H-V-A-U-X. La vision d'Ahmed n'est pas altérée, mais ce n'est pas fini. Bien. Derrière l'œil se trouve une cavité osseuse qui retient l'œil, avec des muscles et des nerfs qui permettent aux yeux de bouger. C'est tout cela que le docteur Rachel doit examiner. D'abord, elle vérifie que les globes oculaires réagissent normalement. Tu suis mon doigt? Puis, elle s'assure que l'orbite osseuse n'est pas cassée. Ce serait douloureux. Si je touche tes joues, ça ne te fait rien? Heureusement, nos yeux sont bien protégés. L'examen est rassurant. Je ne pense pas que ton œil soit abîmé. C'est juste ta paupière qui est contusionnée. C'est comme un bleu ailleurs sur le corps. Ça va guérir tout seul, il n'y a pas de traitement spécifique. Merci. Garde tes distances avec ta sœur quand même. Oh, c'est elle? Non, c'est une autre. Cette histoire lui a ouvert les yeux. Je ne me battrai plus avec ma sœur. C'est plutôt sage. Bravo, Ahmed.